Les small et les mid-cap, les petites et moyennes capitalisations boursières, sont-elles des victimes collatérales de la crise politique française? On en parle avec vous, Thibaut Prébet. Bonjour Thibaut. Bonjour David. Auteur économiste indépendant. Le CAC Mid, alors je ne suis pas un expert, il y a le CAC Mid, le CAC Small, et il y a le CAC Mid and Small, je m'y perds moi-même. C'est le Mid and Small. 1060, Small. Ah, déjà, éclairez ma bougie et après je vous poserai une autre question. Parce que en gros, votre CAC, c'est toutes les plus grosses capitalisations de la zone. Merci. Voilà. Ensuite, vous allez avoir celle au milieu. Vous allez avoir les petites. Et vous faites un indice qui regroupe les petites et les moyennes pour ceux qui ont envie. Ce qui servait à une époque, par exemple. Mais CAC petite, ça veut dire petit comment? Petit, ça va de en fait, n'importe quelle valeur qui est cotée en bourse. Ouais. Par exemple, il y a du flottant. Et les critères ont changé. Mais vous avez aujourd'hui des sociétés comme Exail Technologies qui a beaucoup monté, qui est encore dans le CAC Small, qui pèse 2 milliards. Donc vous voyez que c'est. Ah ouais. En général, quand on est dans le CAC Small, on pèse entre... Alors, la zone classique, hein, c'était historiquement plutôt entre 200 et 1 milliard, mais comme il y a eu très peu d'introductions en bourse, et à contrario, des sociétés qui ont grossi, maintenant, c'est vrai qu'on dit que 500 millions, c'est souvent considéré comme des valeurs petites, alors qu'aux États-Unis, ça n'existerait même pas. Évidemment. Voilà, donc tout dépend des zones. Le CAC Mid? Le CAC Mid, c'est plus large. Hein. On est plutôt sur des sociétés qui sont quand même significativement plus grosses. On est vraiment un peu, on est un peu dans l'antichambre du CAC. Donc vous allez trouver toutes ces sociétés, je sais pas moi, des sociétés comme SPI, des trucs comme ça, qui sont à la fois plus gros, mais qui n'ont pas encore la taille pour entrer dans le CAC. Donc on va dire qu'on est sur une sorte d'antichambre un peu élargie. Le CAC Mid and Small gagne 8% depuis le début de l'année, c'est 3 points de plus que le CAC 40. C'est pas une grosse surperformance. Ouais, avec les dividendes, on est quasiment d'équerre. En revanche, le CAC Small, on prend quasiment 50. Donc on voit qu'il y a des divergences qui sont assez étonnantes. Okay. Et oui, le CAC Small gagne 50 et le CAC Mid gagne 4. Ouais, en fait, depuis le début de l'année. Pourquoi t'as l'écart entre les deux là? Alors, ce qui est intéressant, c'est que une petite valeur, c'est explosif. Explosif, c'est à la hausse comme à la baisse. Vous aviez dans le CAC Small, historiquement, beaucoup de sociétés de biotechnologie. Une société de biotechnologie qui développe un médicament, si ça ne marche pas, elle va assez facilement valoir 0. Mais si ça marche, peut faire x15 ou x20. Ce qui est arrivé avec Abivax, qui a expliqué une partie très importante de la performance du CAC Small cette année. Pas que, mais si on retire Abivax, ouais, on en perd quasiment la moitié. Abivax, ça valait 4,5 il y a un an, ça vaut 70. Hein, donc on est quand même sur un truc qui a un peu les parcours. Alors ce qui est intéressant, c'est de nous rappeler deux choses. La première, c'est qu'il y a du risque. Ça, on s'en souvient parce que ces dernières années ont été très difficiles sur le CAC Small. Mais il y a aussi, quand il y a du risque, du potentiel de très forte hausse. Vous voyez une statistique amusante. Le CAC Small connaît des années 15, 16, 17 colossales. Il prend 57 années. 2015, 2016, voilà. 2017. Et malgré ça, sur 10 ans, il est au même niveau que le CAC. Donc vous voyez qu'entre les deux, il y a quand même des années pas très jojo. Donc hyper volatilité. Hyper volatile et très difficile. Mais ce qui est intéressant, c'est avant d'entrer dans les logiques économiques, de ce qui fait que ça surperforme ou pas, il y a cette notion d'explosivité qui est intéressante. C'est-à-dire que vous avez là-dedans des sociétés qui peuvent très fortement grossir. On se souvient par exemple du groupe Gorgé qui a séparé Exail Technologies. À l'époque, ça ne marchait pas du tout. Et puis il y a eu toute cette idée de tout ce qui est lié à la guerre et à des thématiques de défense qui intéressent plus les gens. Le titre s'est envolé. Donc vous voyez que c'est des choses qui ont des parcours plus différenciés, où évidemment, du coup, il y a un intérêt fort des stock pickers. C'est-à-dire que quand vous êtes stock picker, vous aimez choisir des titres. Quand vous allez sur le Nasdaq, où il y a des titres qui font tout l'indice et toute la performance, vous vous amusez pas beaucoup. Quand vous êtes sur petites valeurs, là, les écarts sont très importants. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, qui plaisait beaucoup. Et puis, vous avez le PEA, le PEA-PME qui vont chercher là-dedans. Donc le boursicoteur aime beaucoup ça. Et qui ont été, depuis 3 ans, à la casse. Et là, ça revient, c'est intéressant. Alors, c'est une bonne affaire ou pas, alors, sur courte, moyenne, longue période, d'investir sur le CAC Small et Mid, les petites et moyennes capitales? Ouais, sur longue période, c'est une très bonne affaire. Ça l'a été longtemps aussi parce qu'il y a eu un phénomène intéressant sur les petites et moyennes valeurs. C'est qu'aux États-Unis, ils ont une capacité à faire grossir des boîtes de technologie extrêmement vite. Et donc, vos indices sont très technologiques. En France, quand vous voulez faire beaucoup de technologie, dans les très grands indices, alors à part avec l'émergence de SAP ou d'ASML, mais globalement, vous retrouvez souvent les valeurs technologiques dans les petites et moyennes valeurs. Donc, c'était souvent un moyen d'aller chercher des thèmes un peu sexy, alors qu'il y a 20 ans, dans les grands indices, vous aviez de l'énergie, des télécoms, de la grande distribution, qui n'étaient pas forcément les trucs où vous aviez envie d'investir. Donc il y a un intérêt thématique très fort, il y a un intérêt de choix de valeur très fort, et après, vous êtes dans une logique économique. C'est-à-dire que, faisons simple, les grandes valeurs, c'est très sensible au commerce mondial. Ouais. Les petites valeurs, c'est souvent... à la France, sensible à la France. Plus local. Et c'est pour ça qu'on explique, enfin je ne sais pas si je pose la question, ces small and mid cap qui ont bien progressé jusqu'à l'été et qui depuis l'été ont un coup de mou parce que justement situation politique de nouveau tendue. Voilà. Et là vous voyez cette dissociation liée à Abivax au biotech, c'est que sur 3 mois vous êtes à -3 sur le CAC Mid, vous êtes à +23 sur le CAC Small. Donc vous voyez quand même que c'est des indices qui sont très liés au détail de ce qu'il y a là-dedans à chaque fois, mais vous avez entièrement raison. Après moi je pose une question simple, hein, c'est de dire il y a deux choses il y a une chose qui a changé et une chose qui est constante.
Chose qui est constante, vous le savez depuis le temps que vous présentez cette émission, c'est que la France est toujours un pays un peu morose. C'est rare qu'on se soit dit la France a le feu aux fesses, ça cartonne. Et donc le marché domestique français est rarement vu comme le plus sexy. À côté de ça, avant, le marché américain et international était vu comme l'Eldorado. Ça a quand même beaucoup changé. C'est-à-dire qu'il y a un bazar qui est mis par Trump qui fait que l'idée que d'un coup être beaucoup plus exposé au commerce mondial serait la panacée est quand même une idée qui me semble plus remise en question que ne l'est l'état de la France. Donc qui, bon an, mal an, est toujours... peut redonner du lustre. Il me semble quand même qu'aujourd'hui, la visibilité pour l'entreprise mondiale, que ce soit sur les devises qui bougent très fort, sur les règles, sur le commerce, puis sa complexité. Vous le disiez avec Jean-Claude Trichet, vous disiez les États-Unis nous ont imposé de payer 15% de droits de douane. C'est pas vrai. C'est le consommateur américain qui va payer 15% de droits de douane sur les produits européens. C'est un bazar. Est-ce qu'il va le faire? Comment va s'installer la concurrence? Si les Américains tout d'un coup font les mêmes produits, vous avez une concurrence moins chère, mais s'ils ne peuvent pas le faire. Donc vous voyez, c'est très complexe, alors qu'une société française est dans un système relativement morne local, mais auquel elle est en réalité habituée. Donc cette année, qu'est-ce qu'on fait sur les small et mid cap? Elles ont surperformé le CAC 40 jusqu'à l'été, c'est plus le cas aujourd'hui. Je pense que le retard qui a été accumulé ces 3-4 dernières années est colossal, et donc je pense qu'il y a 2 raisons aujourd'hui de regarder les small et mid en Europe comme ailleurs. 2 raisons. La première, c'est qu'à l'échelle mondiale, souvent, quand les marchés deviennent chers, les gens s'intéressent aux valeurs moins chères, et souvent plus petites. On y est. Voilà, le private equity, dont tout actif non coté, était arrivé à des valos insoutenables. Les gens se sont reportés sur les marchés cotés. Et maintenant que, particulièrement aux États-Unis, les valos sont délirantes, en Europe un peu moins, mais malgré tout pas donné, les gens vont s'intéresser vers petites. Et puis, je vais vous donner une vision un peu paradoxale, mais dont je suis extrêmement convaincu. Je pense qu'on a une phase de forte stabilité en France. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que qui dit instabilité gouvernementale, dit pas de vraies décisions, pas de vrais changements, et en réalité, en termes de terrain de jeu, une certaine stabilité. Il n'y a jamais autant de stabilité en Belgique que quand il n'y a pas eu de gouvernement pendant 1 an. Donc j'ai envie de dire... Parce que pas de mauvaises décisions prises? Pas de mauvaises décisions prises, pas de changement tout le temps. Quand vous avez une majorité absolue qui change tous les 2 ans, on a eu ça en France à cette période, on vous change vos règles tout le temps, parce qu'il y a quelqu'un qui décide de tout redessiner tous les 2 ans. Okay. Si vous dites, il y a quelqu'un qui passe, il fait un demi-budget, il se fait virer au bout de 6 mois, il n'a rien fait. Pour l'entreprise, c'est quoi les débats aujourd'hui? C'est la taxe Zuckman. Je ne vous cache pas que les PME françaises, ça ne change pas leur vie. Et donc, en fait, l'idée selon laquelle l'instabilité qui peut nous agacer, parce qu'à très long terme, on se dit qu'il y a des changements forts à faire, pour le citoyen, elle est prégnante, mais pour le chef d'entreprise, aujourd'hui, le risque qu'on lui retourne la table tous les 3 mois en termes de normes, il est plutôt plus écarté que rapproché. Et donc, je pense que cette idée d'instabilité est probablement une erreur, parce que c'est la réalité peut-être de la personne très fortunée, peut-être de l'épargnant, ce n'est pas forcément la réalité de l'entrepreneur, à mon sens. Allez, merci beaucoup. Explication signée Thibaut Prébet, auteur, économiste indépendant. Merci Thibaut. Merci.